chose qui est très important de souligner, il y a une nouveauté. C'est-à-dire que le pouvoir de ces nouvelles dynasties financières, économiques, industrielles est un pouvoir qui cherche à demeurer caché. Et ça, c'est très important de le souligner, parce que autrefois, toute personne qui avait du pouvoir, de l'Antiquité la plus ancienne jusqu'à, on va dire, la Révolution française, ou en tout cas l'ère moderne, les gens qui ont du pouvoir veulent que ça se sache. Quand vous rentrez, par exemple, sur les terres de la maison de Savoie, vous saviez que le patron, c'était, voilà, le duc de Savoie. Quand vous alliez en Lorraine, vous saviez que le chef, c'était le duc de Lorraine. Sur les terres du roi de France, c'était le roi de France. Quand on allait faire les grandes découvertes à l'époque de la Renaissance, on plantait le drapeau pour dire, ce territoire nous appartient, c'est telle autorité, telle loi, etc. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas un drapeau Rockefeller qui flotte sur les États-Unis ou un drapeau Rothschild, par exemple, sur la France ou sur une partie de l'Europe. Parce que, justement, ce pouvoir veut rester caché. Et pour vous dire à quel point il cherche à rester caché, il paye des sommes absolument considérables pour que les informations que je suis en train de vous donner ce soir ne soient pas diffusées. C'est-à-dire que les médias vont ne surtout pas parler de ça. Par exemple, je vous ai parlé de la Fed. Combien d'Américains, jusqu'à récemment, parce que ça s'est diffusé par des canaux alternatifs, mais les Américains étaient dans l'ignorance que leur monnaie, le dollar, appartenait en fait à des structures privées. Aujourd'hui, ça se diffuse, mais pendant des années, ça a été caché. Et ça a été caché parce que les médias sont contrôlés, parce que il y a même aujourd'hui des fact-checkers qui sont payés pour dire que ce que je suis en train de vous dire, c'est du complotisme de bas étage. Si on mentionne les Rothschild ou George Soros, on est forcément antisémite, etc. Donc il y a des gens qui sont payés pour justement cacher ce pouvoir. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une raison. Une raison, elle est très simple, c'est-à-dire que l'histoire a appris à ces dynasties, justement en comparaison avec les anciennes dynasties, que tout pouvoir qui est visible est un pouvoir qui peut être contesté. Quand il y a eu la Révolution française, tout le monde savait que le roi de France était à Versailles, habitait à Versailles, on a pu aller le chercher. Aujourd'hui, et on peut lui demander des comptes, on peut l'emprisonner. On peut concentrer par des campagnes médiatiques de calomnie, etc., la colère du peuple contre cette personne. Et donc vous comprenez qu'un pouvoir qui est caché, c'est un pouvoir qui est protégé. C'est le vieil adage populaire, vivons heureux, vivons cachés. Donc ce pouvoir cherche à demeurer absolument caché pour ne pas être contesté. Et vous comprenez que notamment les politiques servent en fait ce projet, c'est-à-dire que les politiques, et je vais le détailler dans quelques instants, en fait les politiques sont le fusible et sont les gens qui vont concentrer la colère du peuple, vont être la partie visible, les gens avec qui on peut aller faire des concerts de casseroles, avec qui qu'on peut prendre à partie, on peut même les gifler dans la rue comme le cas d'Emmanuel Macron, etc. Mais en fait le patron d'Emmanuel Macron, il pourrait être même peut-être ce soir au milieu de nous dans cette conférence, les gens ne le reconnaîtraient pas. Parce qu'il n'est pas connu, il n'est pas visible. Donc ça, c'est une force absolument extraordinaire. Donc ça, c'est très important. Et donc, vous avez donc ces dynasties, ces grandes dynasties que je viens d'évoquer avec justement ce pouvoir caché. Alors eux ont des relais, c'est-à-dire que leur pouvoir va se développer d'une autre manière, il va se développer à travers des institutions. Alors, qui parmi vous connaît le Forum économique mondial de Davos ? Alors voilà, il y a quand même du monde dans la salle. Qui connaît le CFR, le Council on Foreign Relations? Ah voilà, un peu moins de monde. Qui connaît le groupe de Bilderberg? Voilà. La commission trilatérale? Voilà, bon, je vois que j'ai un public quand même assez éveillé ce soir. Donc vous voyez, voilà, donc ça, ce sont en fait les réseaux de pouvoir, ce sont les gens qui sont en fait où la feuille de route politique va être élaborée et les dirigeants politiques, en fait, ils vont faire l'interface entre ces grandes dynasties qui sont réunies. Alors, et on parle du comité des 300, on parle de choses comme ça qui sont vraiment tout au sommet de la pyramide. Et après, il va y avoir cette interface qui est le CFR, le Forum économique mondial, etc. Et donc ensuite, ça va être la première étape. Et ensuite, ça va être retransmis à des institutions supranationales, donc type UE, OMS, OMC, etc. Et donc en fait, vous comprendrez que la logique qui préside en fait à ces décisions, il va y en avoir deux. C'est-à-dire que vous allez avoir une centralisation et une supranationalisation. C'est-à-dire que le pouvoir va être concentré dans des institutions qui dépassent les cadres des États souverains. Et donc ça, on a de nombreux exemples actuellement. Par exemple, je pense que la plupart d'entre vous savent qu'il y a quelque chose qui est en train d'être discuté en ce moment qui s'appelle le RSI. C'est le Règlement Sanitaire International qui est discuté depuis le mois de mai. Qu'est-ce que c'est que le RSI? Ça donne la possibilité à l'OMS, en cas de prochaine crise sanitaire, de gérer en fait la politique sanitaire des États.
C'est-à-dire que la souveraineté sanitaire des États va passer à l'OMS en cas de crise. Avec l'astuce qui est absolument incroyable, c'est que c'est l'OMS qui déclare quand il y a une crise sanitaire. C'est-à-dire que c'est elle-même qui va définir quand est-ce qu'elle va se donner les pleins pouvoirs. Vous avez dans le domaine financier une logique à peu près similaire avec les CBDC, c'est-à-dire les monnaies numériques. Les monnaies numériques, on va court-circuiter les banques centrales, les banques de détail. On va avoir les banques centrales, comme par exemple la BCE, qui vont émettre ces monnaies numériques. Il y a eu Christine Lagarde qui a été piégée il y a quelques mois, je crois que c'était il y a quelques mois, qui a dit que ça commençait à être mis en place en octobre 2023. Donc vous voyez, on est dans cette idée-là, et les CBDC, ces monnaies numériques, vont avoir notamment un attrait pour ce mondialisme et ce système parallèle, c'est que ça va permettre, par exemple, de programmer la monnaie. C'est-à-dire que, par exemple, on vous donnera de l'argent, mais cet argent, vous aurez, par exemple, sur votre salaire, 300 € qui sera dédié uniquement à l'alimentation, ou 150 € à l'essence. Les monnaies pourront être programmées. C'est-à-dire que, aujourd'hui, une monnaie, elle ne peut pas être programmée. 1 euro, c'est 1 euro. Mais là, on va pouvoir programmer, ça sera une capacité technique qui existera avec ces monnaies numériques. Et puis, pour terminer sur ça, vous avez peut-être vu aussi de l'OMS et de l'ONU, ils sont en train d'imposer en ce moment à l'échelle mondiale la sexualisation des enfants. Ça, c'est un projet, donc on voit les documents, ce ne sont pas des choses que j'invente, vous pouvez les vérifier aussi par vous-même. Vous avez l'OMS et l'ONU qui ont une feuille de route, donc on explique par exemple de 0 à 4 ans, on va expliquer la masturbation aux enfants, et expliquer pourquoi il faut qu'ils apprennent à toucher leur corps, etc. De 8 à 11 ans, on va leur expliquer la sodomie, on va leur expliquer que la prostitution c'est tout à fait banal, etc. Donc ça, ce sont des choses qui sont en train d'être développées par l'OMS, par l'ONU, qui sont en train d'être appliquées dans le monde entier, à tous les systèmes éducatifs, ça c'est aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, et là c'est en train de venir en France, et c'est notamment en train de venir à la rentrée. Moi j'ai quelqu'un qui m'a dit il y a 2 jours que apparemment il y a des circulaires qui commencent à arriver pour la rentrée prochaine pour relayer ce programme-là et même multiplier les heures d'éducation sexuelle qui vont être dévolues aux enfants, parce qu'ils trouvent que ça va pas encore assez loin. Donc ça c'est en train d'arriver. Donc c'est vraiment un projet transnational qui est en train de s'imposer selon les différents pays. Et ce que je vous disais sur la sexualité, moi je connais quelqu'un qui travaille dans une école en Allemagne qui m'a dit exactement la même chose.